Deux chiffres tombent d'un bloc. Un pays classé parmi les plus pauvres, capable pourtant de lancer 10 chantiers nationaux en 3 ans. Ce contraste abrupt fissure les certitudes établies, car il renverse la logique attendue et impose de regarder autrement une trajectoire qui semblait condamnée à l'immobilité. Que signifie réellement ce décalage pour celles et ceux qui observent le pari engagé sous Ibrahim Traoré ? Un horizon inattendu s'ouvre brièvement. Ce récit s'ouvre sur une promesse simple mais exigeante. Montrer qu'un pays longtemps considéré comme vulnérable peut transformer chaque initiative en résultat mesurable plutôt qu'en annonce sans suite. L'enjeu collectif se reformule alors en une idée tenace. Rendre durable ce qui paraissait provisoire, stabiliser ce qui autrefois s'effritait au premier choc et en créer une continuité là où dominaient la rupture et l'attente passive. Car derrière chaque projet, un risque précis se dresse. Reconstruire sans filet, rompre avec des dépendances anciennes et assumer l'audace de miser sur des ressources locales longtemps jugées insuffisantes. Cette prise de risque n'est pas un geste isolé. Elle redéfinit le cadre dans lequel s'inscrit toute action publique en déplaçant le centre de gravité d'une logique d'assistance vers une logique de capacité. Mais une tension productive apparaît. Si les chantiers tiennent, ils pourraient consolider une dynamique qui échappe au cycle des déceptions répétées et ouvrir un espace où la preuve remplace le discours. Une question demeure alors suspendue comme un fil conducteur. Combien de temps cette trajectoire pourra-t-elle se maintenir avant de rencontrer ses limites profondes ? Une révélation discrète mais structurante s'impose d'emblée. Derrière la multiplication des initiatives, une mécanique d'enchaînement apparaît, plus cohérente qu'on ne l'avait admis jusque-là. Et un détail chiffré, souvent passé trop vite, en donne la clef. 10 projets nationaux ont émergé en 3 ans, dans un pays où l'on ne percevait auparavant qu'un vide structurel et des marges d'action minces. Ce point de bascule oriente immédiatement le regard vers un fil causal plus large, car la dynamique observée ne résulte ni d'un miracle ponctuel, ni d'une série d'annonces éclatées. Elle procède d'un enchaînement où chaque décision nourrit la suivante, comme si les pièces d'un système longtemps grippé retrouvaient soudain leur mouvement. Pour comprendre cette articulation, il faut revenir au paysage initial. Un Burkina Faso cerné par des dépendances multiples, énergétiques, hydrauliques, agricoles et financières, qui affaiblissaient l'ensemble du tissu économique. L'électricité provenait largement de l'extérieur. Les infrastructures hydrauliques demeuraient vieillissantes, les récoltes perdaient leur valeur faute d'unités de transformation locale, et les services essentiels survivaient sous la pression de financements irréguliers. Chaque insuffisance alimentait la suivante, formant une chaîne où la fragilité se reproduisait presque mécaniquement. C'est dans cet environnement contraint que la logique mise en avant par Ibrahim Traoré prend forme, rompre le cycle, non par proclamation, mais par un ordre de priorité capable de relier production, infrastructure et services essentiels. Produire localement pour réduire la fuite de valeur, organiser les maillons pour éviter les pertes internes, transformer chaque nouvel équipement en support du suivant, telle est la séquence opératoire qui émerge. Ainsi, une usine de transformation soutient un corridor routier. La route accélère la distribution énergétique. L'énergie stabilise les hôpitaux. L'eau issue du barrage renforce l'agriculture. La finance locale irrigue l'ensemble. Les projets ne s'additionnent plus, ils s'imbriquent. De là vient la rupture silencieuse. Un pays longtemps perçu comme dispersé commence à fonctionner en chaîne causale ascendante, où chaque avancée prépare la suivante. Pour saisir concrètement la portée des transformations en cours, il faut se rapprocher de celles et ceux qui en éprouvent les premiers effets. Dans l'atelier où elle travaille désormais, Mariam observe chaque jour un renversement discret. Ses récoltes, autrefois condamnées à la dépréciation faute d'industrie locale, deviennent une matière première stable pour une production qui circule enfin dans un circuit cohérent. Ce qui change pour elle n'est pas seulement la valeur monétaire du produit, mais la certitude que son travail s'inscrit dans une chaîne qui ne s'effondre plus à la première rupture logistique. Plus loin, dans un village récemment éclairé, un instituteur voit sa routine pédagogique bouleversée. Les cours du soir, longtemps interrompus par l'absence de lumière fiable, reprennent avec une régularité nouvelle. La lampe solaire n'est pas un détail technique. Elle prolonge la journée intellectuelle, offre une continuité aux élèves
et rétablit un rythme d'apprentissage que l'on croyait impossible dans des zones longtemps laissées en marge. L'éclairage devient une infrastructure mentale autant qu'un service matériel. Un autre signe apparaît à travers le retour d'un jeune ingénieur formé à l'étranger. Le paysage qu'il retrouve n'est pas celui qu'il avait quitté. La cohérence entre énergie, eau et route crée un espace où ses compétences trouvent enfin une application immédiate. Revenir cesse d'être un renoncement, cela devient une opportunité d'inscrire son expertise dans un ensemble lisible et articulé. Ces scènes convergent vers une même idée. Un changement existe lorsqu'il modifie les gestes ordinaires. Tout commence par un geste abrupt, une humiliation devenue symbole. Des tonnes de tomates abandonnées au bord des routes, tandis que les mêmes produits réimportés s'écoulaient à prix majoré. L'image frappe. Elle révèle une dépendance que chacun connaissait, mais que peu avaient réellement mesurée. Le pays voit, dans un seul tableau, son potentiel gaspillé et sa vulnérabilité. Le déclencheur est là. Produire au lieu de subir. Une réponse nette surgit alors. 8 millions de dollars. Une chaîne de transformation locale. La Red Gold Factory naît sans détour, comme un pari assumé dans un contexte où la marge semblait inexistante. Décision directe, presque sèche. Le mot d'ordre est clair. Inverser le sens du flux, retenir la valeur, stabiliser l'amont agricole. Le premier maillon se pose. Ensuite, le problème saute aux yeux. Produire ne suffit pas. Il faut faire circuler. Les routes héritées des circuits anciens ne soutiennent plus la logique d'autonomie. Tout ralentit, les marchandises stagnent, les zones productives restent enclavées. Le pays risque alors de retomber dans le cycle habituel. Fabriquer localement, mais perdre la bataille du transport. La réponse arrive sous la forme d'une artère. 120 millions de dollars mobilisés pour le corridor Bobo-Abidjan. Une infrastructure pensée pour rompre l'isolement et réorganiser la distribution. La logique se resserre. Où le pays reste fermé, où il se relie. La route devient un pivot, un axe à partir duquel tout peut basculer. Les échanges accélèrent, les flux trouvent un rythme, la cohérence se renforce. Puis la lumière change la scène. Le projet Yellen électrifie plus de 150 villages, 300 000 habitants. Les dispensaires abandonnent les lampes de poche. Les cours du soir reprennent, les commerces prolongent leur ouverture. La nuit cesse d'être un plafond. Ce qui semblait un progrès technique devient un basculement social. La lumière restructure le temps, redéfinit l'usage de l'espace public, crée les conditions d'un quotidien continu, une infrastructure immatérielle mais décisive. Après l'énergie, l'eau. Le barrage Ziga 2 retient plus de 40 millions de mètres cubes et alimente environ 600 000 personnes. Dans un pays marqué par la saisonnalité, un tel réservoir ne représente pas seulement une réserve hydraulique, il stabilise les récoltes, réduit les chocs, crée une prévisibilité rare dans les économies fragiles. Les marchés alimentaires cessent d'être soumis au hasard. Les producteurs respirent. Les prix cessent de dériver sous l'effet des pénuries. L'eau devient un amortisseur silencieux. Reste un point souvent perçu comme périphérique, mais déterminant. La finance. La Birkenbank s'étend rapidement. 67 agences, plus de 15 000 microcrédits, plus de 60% des dépôts rapatriés. Les flux cessent de fuir. L'argent circule dans le pays. Il retourne vers les zones rurales, vers les ateliers, vers les coopératives. La banque ne se contente pas d'enregistrer. Elle orchestre un mouvement de consolidation interne. Chaque microcrédit devient une impulsion, chaque dépôt récupéré un signal de confiance. Lorsque ces 5 éléments, usines, routes, électricité, eau, finance, s'emboîtent, la dynamique change d'échelle. Rien ne fonctionne seul. Tout s'entraîne. Le pays quitte l'addition de projets pour entrer dans une mécanique cumulative. La séquence s'installe. Quichroit, Kaotrao, Duchamp. Et chaque pièce posée en appelle une autre. Au départ, la dynamique énergétique part d'un niveau très bas, marqué par un accès limité et instable qui freinait la planification locale. Le delta observé aujourd'hui était pourtant net. Plus de 150 villages ont été électrifiés, créant un maillage lumineux qui dépasse largement le statut d'amélioration technique. Cette progression, mesurable et constante, agit comme un socle nouveau. Elle allège les contraintes nocturnes, stabilise les services essentiels et rend possible une continuité que l'on croyait hors de portée. Ce bond énergétique
modifie durablement la gestion quotidienne des communautés rurales. L'effet de seuil apparaît aussitôt que l'on observe les usages. Une école gagne des heures d'études supplémentaires, un dispensaire abandonne les lampes de poche, un commerce reste ouvert plus tard. Les gestes les plus simples changent de rythme, glissant d'un mode de survie vers un mode d'anticipation. La lumière devient un instrument d'organisation sociale plutôt qu'un simple service. Le deuxième levier, mesurable, se situe dans l'eau. Dans un contexte où la saison sèche fragilisait chaque articulation de l'économie, la mise en service du barrage Ziga 2 introduit une stabilité rare. Plus de 40 millions de mètres cubes y sont stockés, garantissant l'alimentation d'environ 600 000 personnes. Cette capacité hydrique n'est pas un chiffre isolé. Elle ancre une prévisibilité nouvelle pour l'agriculture, les marchés urbains et les services sanitaires. Cette réserve atténue efficacement les fluctuations saisonnières qui déstabilisaient les activités agricoles. Les effets se perçoivent dans la durée. Les cultures résistent mieux aux pénuries, les prix locaux cessent de se dérégler à chaque cycle climatique et les communes réduisent leur dépendance à l'aide extérieure. L'eau devient un amortisseur structurel capable de transformer une économie vulnérable en système moins exposé aux ruptures. Le troisième pilier quantifiable concerne la finance, souvent perçue comme technique, mais en réalité centrale. La Burkenbank occupe un rôle pivot en reconnectant l'épargne nationale avec son propre territoire. Plus de 60% des dépôts nationaux ont été rapatriés, inversant un mouvement ancien où les flux financiers s'échappaient vers l'extérieur. Ce retour constitue un signal stratégique. Les capitaux cessent de fuir. Ils irriguent les zones productives, soutiennent les micro-entreprises et consolident les ateliers locaux. Ce rapatriement renforce directement la capacité interne d'investissement productif. La banque étend parallèlement son ancrage territorial, 67 agences ouvertes, plus de 15 000 microcrédits attribués. Derrière ces chiffres, une réalité simple s'impose. Lorsqu'un producteur accède à un microcrédit, il augmente sa marge de manœuvre. Lorsque cette marge s'élargit, l'usine gagne en régularité. Lorsque l'usine se stabilise, la route se justifie. Lorsque la route fonctionne, l'énergie devient plus rentable. Lorsque l'énergie s'étend, les services publics retrouvent leur cohérence. La finance agit ainsi, comme un multiplicateur de cohésion. Pris ensemble, ces trois blocs, lumière, eau, capital, dessinent une architecture fonctionnelle où chaque amélioration renforce les autres. Les données ne forment plus un tableau figé, elles décrivent un mouvement. Tout bascule lorsque le delta l'emporte sur la valeur brute, révélant une économie qui cesse d'absorber les chocs passivement pour les transformer en points d'appui successifs. Cette cohérence mesurable constitue aujourd'hui le cœur de la méthode. Un système où la preuve remplace l'hypothèse et où chaque avancée chiffrée devient un moteur supplémentaire pour la suivante. Deux arguments solides soutiennent ceux qui défendent la trajectoire actuelle du Burkina Faso. Le premier souligne la stabilité sociale retrouvée malgré les prédictions de perturbations prolongées, les campagnes continuent de produire, les écoles rouvrent, les marchés locaux se renflouent progressivement et les services essentiels fonctionnent aussi avec une régularité qui contraste avec les années précédentes. Pour ses partisans, cette continuité témoigne de la cohérence entre énergie, eau et infrastructure. Lorsque ces trois leviers s'alignent, le tissu quotidien s'organise presque naturellement. Le second argument met en avant la reconquête financière. Le retour de plus de 60% des dépôts nationaux dans le circuit intérieur, accompagné de milliers de microcrédits, démontre une capacité rare à inverser les flux économiques. Pour ceux qui soutiennent ce modèle, cette reconcentration prouve qu'un pays peut renforcer sa structure sans recourir systématiquement à des financements extérieurs massifs. Face à cette vision optimiste, une thèse opposée dispose elle aussi de fondements sérieux. Certains analystes notent que cette réorientation interne s'accompagne d'un coût diplomatique élevé. L'aide extérieure a diminué de moitié, et plusieurs partenaires traditionnels considèrent cette autonomie croissante comme un isolement risqué. Selon eux, une telle rupture dans les alliances historiques pourrait fragiliser les acquis récents,
D'autres rappellent que la cohérence interne, aussi robuste soit-elle, ne protège pas des chocs externes, fluctuations régionales, incertitudes climatiques, pression commerciale. Même avec de nouvelles infrastructures, un pays fortement exposé pourrait voir ses marges se réduire rapidement, surtout si l'environnement économique général se dégrade. Lorsque l'on confronte ces réserves aux données observables, une limite se dessine. Car si l'aide diminue, les recettes agricoles augmentent. Si certains partenaires s'éloignent, les infrastructures énergétiques, hydrauliques et routières stabilisent dans le quotidien. Et si les risques extérieurs persistent, les capacités internes accumulées jouent désormais le rôle d'amortisseur plutôt que de paravent fragile. La tension entre prudence et confiance ne se résout donc pas par une posture idéologique. Elle se lie dans la cohérence des effets visibles, qui permettent d'évaluer non seulement la solidité du modèle actuel, mais aussi sa capacité à absorber les secousses à venir. La bascule apparaît ici. Elle ne prend ni la forme d'une proclamation, ni celle d'une rupture visible, mais d'un glissement progressif où la souveraineté cesse d'être une idée centrale pour devenir une pratique quotidienne. Dans plusieurs villages du Sahel, la lumière désormais produite localement s'allume au crépuscule sans dépendre d'un opérateur extérieur. Ce simple geste, assuré par des techniciens formés sur place, marque un renversement discret mais profond. L'autonomie ne descend plus d'un centre lointain, elle remonte du terrain. Ce changement révèle une logique portée depuis le départ par Ibrahim Traoré, qui privilégie l'enchaînement fonctionnel aux annonces spectaculaires. L'énergie circule parce que les installations sont entretenues localement, l'eau se stabilise parce que les communautés s'approprient les usages, les ateliers fonctionnent parce que les flux financiers restent dans le pays. Tout s'imbrique, rien n'avance isolément. Le midpoint tient dans cette redistribution subtile des leviers. L'expertise ne se concentre plus au sommet, elle s'étale. Les habitants réparent, ajustent, transmettent. Le geste technique devient geste politique. C'est cette transférabilité silencieuse qui transforme la dynamique. Un pays progresse lorsqu'il peut multiplier des actes simples plutôt que dépendre d'interventions exceptionnelles. Les effets concrets deviennent lisibles dès que l'on observe les foyers. Dans les villages électrifiés, le rythme du soir change entièrement. Les enfants étudient sans dépendre d'une flamme vacillante. Les petits commerces prolongent leur activité et les familles réorganisent leurs habitudes autour d'une lumière stable. Cette continuité redonne du temps, un bien rare dans les zones rurales où chaque minute perdue réduisait la marge d'initiative. L'accès régulier à l'eau, sécurisé par le barrage Ziga 2, complète cette transformation. Les tâches domestiques s'allègent, les maladies hydriques reculent et les foyers passent d'une logique réactive à une logique d'anticipation. Dans le tissu économique, les entreprises locales perçoivent elles aussi une réorganisation progressive. Les coûts de transport diminuent grâce au corridor Bobo-Abidjan permettant aux produits transformés de circuler avec une régularité nouvelle. L'usine Red Gold Factory assure un débouché stable aux agriculteurs dont les récoltes perdaient autrefois leur valeur, tandis que le retour des flux financiers dans le circuit intérieur encourage la création d'ateliers et de coopératives. Les entrepreneurs constatent que la prévisibilité n'est pas encore totale, mais elle cesse d'être une exception. Le système d'infrastructure soutient enfin leur effort plutôt que de le contrecarrer. Le terrain économique gagne ainsi en cohérence. Les administrations locales, longtemps immobilisées par des budgets dépendants et irréguliers, trouvent une marge de manœuvre nouvelle. L'énergie stabilise les dispensaires et permet aux hôpitaux de brousse de reprendre les soins nocturnes. L'eau assure la continuité des marchés alimentaires et réduit la fréquence des ruptures d'approvisionnement qui paralysaient les communes. Les ressources financières locales, renforcées par les microcrédits et par la reconcentration des dépôts, facilitent la mise en œuvre de projets territoriaux auparavant impossibles. Cette autonomie progressive ne remplace pas l'État central, mais elle en prolonge l'action, donnant aux collectivités les moyens d'ajuster leurs priorités. Une forme de décentralisation fonctionnelle s'installe. Au niveau régional, les répercussions dépassent le seul cadre national. Les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, observent avec attention les mécanismes mis en place sous Ibrahim Traoré, car ils y voient une expérience reproductible dans un environnement sahélien souvent soumis aux mêmes contraintes. Les exportations issues de la transformation locale
amorcent un mouvement discret d'interconnexion économique, fondé non sur les circuits hérités, mais sur la perception d'une efficacité nouvelle. Cette dynamique contribue à reconfigurer certaines alliances. Les partenariats se construisent davantage autour des résultats opérationnels que des héritages diplomatiques. Le Burkina Faso apparaît ainsi non comme un modèle terminé, mais comme un laboratoire régional. À travers ces 4 cercles, un même principe se dégage. La cohérence des infrastructures crée une capacité d'action qui se diffuse dans les gestes les plus ordinaires. Et c'est cette diffusion qui donne sa portée réelle à la transformation en cours. À l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune dépendant du degré de stabilité sécuritaire, de la capacité productive et du maintien de la cohérence sociale. Le pays n'avance pas dans un vide politique. Il évolue dans un environnement où chaque choc, même mineur, peut accélérer ou ralentir la dynamique enclenchée. Dans un premier scénario, celui de la consolidation disciplinée, les projets existants poursuivent leur montée en puissance. L'énergie solaire se stabilise progressivement dans les zones récemment électrifiées, le barrage Ziga 2 fonctionne selon un régime régulier et la Burkenbank renforce la digitalisation de ses services, facilitant l'accès au crédit pour les petites activités rurales. Les corridors commerciaux gagnent en fluidité et la croissance, sans être spectaculaire, se maintient autour d'un seuil modéré. Ce scénario repose sur une continuité administrative stricte et une rigueur budgétaire constante. La dynamique ne se déploie pas par grands bonds, mais par une accumulation de progrès modestes. Le deuxième scénario, celui de l'intégration souveraine, imagine un mouvement plus large. Les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, consolidant leurs corridors conjoints, créant un bloc sahélien plus intégré. Les investissements locaux augmentent, la production agricole double dans certaines zones et la pauvreté recule dans plusieurs régions. Le Burkina Faso devient alors un pôle d'autodéveloppement régional, capable d'orienter les échanges non par la dépendance à la demande extérieure, mais par la solidité de son offre. Ce scénario suppose une coordination politique étroite entre les différents États et une continuité dans la mise en œuvre des infrastructures de transport, d'eau et d'énergie. Dans un troisième scénario, celui des pressions extérieures, la dynamique interne se heurte à un environnement plus incertain. Des marchés se ferment, l'aide diminue encore et la croissance ralentit vers un niveau réduit. Les fluctuations régionales testent la résilience du modèle, mais les infrastructures de base, énergie, eau, finances, protègent le pays d'un recul brutal. Les services essentiels continuent de fonctionner, l'agriculture reste alimentée et les communes conservent une base opérationnelle permettant d'éviter une spirale d'effondrement. À travers ces 3 trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. Raisonner en termes de capacité d'absorption, non en termes de fragilité brute. Un système solide n'est pas celui qui évite les chocs, mais celui qui les transforme en réorganisation utile. Pour les familles, la transformation commence par une modification du rythme quotidien. L'éclairage stable dans les villages électrifiés permet aux enfants d'étudier à heure fixe, sans craindre l'interruption soudaine d'une lampe précaire. Les petits commerces prolongent leur activité, offrant de nouvelles marges pour organiser les tâches domestiques. L'accès plus régulier à l'eau, renforcé par l'apport du barrage Ziga 2, réduit la charge physique et mentale liée aux corvées et améliore l'hygiène au sein des foyers. Dans ce cadre, un encouragement simple, soutenir une école ou partager une information fiable, devient un geste qui alimente l'élan collectif. Pour les jeunes actifs, l'horizon professionnel s'éclaire d'une manière nouvelle. Les chantiers énergétiques, hydrauliques et routiers créent des postes techniques qui étaient rares auparavant, tandis que les microcrédits renforcent la possibilité d'ouvrir un atelier ou de lancer une petite activité productive. Les coopératives locales acquièrent une valeur concrète, car elles s'inscrivent désormais dans un environnement plus prévisible. Documenter un projet, transmettre une expérience ou appuyer une formation peut suffire à consolider cette dynamique pour ceux qui débutent. Pour la diaspora, les transformations visibles sur le terrain agissent comme un signal. Les infrastructures plus cohérentes, le retour des flux financiers intérieurs et la régularité nouvelle des services essentiels modifient l'image d'un pays longtemps perçu à travers les ruptures. Beaucoup observent avant de s'engager, mais chaque amélioration
renforce l'idée qu'un lien renouvelé est possible. Un soutien discret, mentorat à distance, aide administrative ou partage de compétences peut devenir un relais précieux dans ce contexte. À travers ces trois cercles humains, une même idée s'impose. La souveraineté prend forme lorsqu'elle modifie les habitudes les plus simples du quotidien. La méthode défendue par Ibrahim Traoré se lit comme une procédure plutôt que comme une succession d'actes isolés. Elle repose sur une série d'étapes simples, conçues pour être dupliquées par les communes, les régions et les acteurs locaux. L'objectif n'est pas d'accumuler des projets, mais de rendre chaque chantier reproductible. On commence par prioriser les besoins vitaux. Énergie, eau, santé, éducation, finances. Chaque territoire identifie son premier maillon. Celui-ci devient le point d'appui initial. L'action se déploie ensuite selon un ordre clair. La mesure se fait par la continuité du service, non par l'ampleur du budget. Ensuite, il s'agit de former localement. Techniciens, opérateurs, ingénieurs. Les compétences PTV en compétences se développent sur le chantier lui-même. Chaque installation devient un lieu d'apprentissage. Les communes évaluent ce progrès par le nombre d'interventions réalisées sans assistance extérieure. Puis, il devient nécessaire de relier les projets entre eux. Une route doit servir une production. Une énergie doit alimenter un dispensaire. Une eau stable doit soutenir des cultures. L'efficacité se mesure par l'utilisation croisée des infrastructures, non par leur existence isolée. Une commune peut vérifier ce lien par la réduction des ruptures. Moins d'interruptions signifie plus de cohérence. Après cela, on mesure et on corrige. Mesurer et corriger. Les bilans trimestriels imposés par Ibrahim Traoré servent d'outils de pilotage. Ils permettent d'ajuster les priorités, de repérer les délais et de renforcer la discipline d'exécution. L'indicateur clé est la vitesse de correction plutôt que le volume d'activité. Enfin, on étend par l'exemple, étendre par l'exemple. Un village réussit, un second observe, un troisième adopte. La diffusion se fait par imitation fonctionnelle. Le critère d'évaluation devient la capacité d'un modèle à être reproduit à coût réduit. Ainsi se construit une souveraineté méthodique, par des gestes simples répétés, non par des proclamations. Chaque soir, Mariam traverse à nouveau la ruelle qu'elle connaît depuis l'enfance, désormais éclairée par les installations issues du projet Yellen. La petite boîte rouge qu'elle porte n'a plus la signification fragile qu'avaient autrefois ses récoltes abandonnées. Elle incarne un geste stable, inscrit dans une chaîne qui ne se brise plus au moindre aléa. La lumière qui accompagne son trajet ne dit rien d'extraordinaire, mais elle révèle pourtant un changement profond dans la manière dont les habitants s'approprient les outils qui structurent leur quotidien. Dans l'arrière-plan, les principes défendus par Ibrahim Traoré prennent une forme tangible, avancer par continuité plutôt que par éclat, consolider par l'usage plutôt que par l'annonce, multiplier les gestes simples pour ancrer une transformation durable. Rien n'est spectaculaire, et c'est précisément cette absence de grandiloquence qui donne à la démarche son ancrage le plus solide. L'image de Mariam rentrant chez elle, la rue encore vivante après le crépuscule, résume discrètement l'objectif poursuivi, permettre à chacun de s'appuyer sur une stabilité retrouvée. Les transitions qui se succèdent ne promettent pas un bouleversement immédiat, mais elles modifient peu à peu la texture du pays. La dignité se construit chaque jour. Lorsque l'on observe les transformations qui s'installent peu à peu dans les villages, les ateliers et les quartiers, une idée simple apparaît. Chacune de ces évolutions ne devient solide que lorsqu'elle trouve un relais dans la vie ordinaire. Les infrastructures éclairent, l'eau stabilise, la finance soutient, mais la continuité réelle dépend toujours d'une somme de gestes minuscules, transmis sans éclat et répétés dans la durée. Dans cet environnement, chacun peut contribuer sans rechercher de rôle central. Partager une information fiable, encourager une initiative locale, soutenir une formation technique ou simplement rester attentif à ce qui se transforme constitue déjà un levier discret mais décisif. La stabilité ne se décrète pas, elle se cultive par une attention collective.